Notre troisième débat sur la nutrition et la consommation. Vaste sujet, pendant que nos boulangers continuent de travailler sur l'espace tout au long de la journée. Je vous rappelle qu'on est au cœur du CIRA tout au long de la journée ensemble, et nos boulangers qui travaillent, ils vont vous apporter vraiment leur vision de la boulangerie de demain. Et déjà, ils nous ont régalé avec les yeux, avec le palais. Messieurs, vraiment très très belle réalisation pour l'instant. Et là, ils sont en train de préparer le lunch, donc que l'on pourra déguster tout à l'heure vers midi et demi passé. Tout se passe bien, messieurs? Ça va? On est à fond dans les temps? Tout se passe bien. Et les gens dans le public qui ont goûté, alors c'est comment? Je vais voir les petits pouces levés si c'est bon. Ouais, 2 pouces. Bah, bravo à vous, bravo à tous les quatre, parce que vos premières réalisations pour le breakfast, c'est le top. Voilà. N'hésitez pas à vous installer, messieurs. Bonjour, prenez un micro, je suis ravie de vous accueillir sur notre espace tendance et pain en musique, s'il vous plaît. Ah bah c'est comme ça, c'est joyeux, on passe une belle journée où ça confectionne de la boulangerie et on reçoit plein d'invités autour de débats animés. Alors, Béatrice de Rênal, ravie de vous accueillir. Ravie d'être là. Vous êtes docteur en nutrition, c'est exactement le terme. Et puis Nicolas Nouchy, vous êtes directeur général CHD Expert France, c'est-à-dire CHD Consommation hors domicile, une vraie base de données, des études de marché sur la food service. Exactement. C'est bien ça? Tout à fait. Bonjour. Bonjour, ravi donc de vous accueillir. On va parler nutrition et consommation avec vous. D'abord, Béatrice, sur la vague de l'anti-gluten, faut-il s'en méfier? Alors, on a beaucoup parlé, je ne sais pas si vous étiez là avant avec nous, sur les précédents débats, où effectivement, nos boulangers, leur vision de la boulangerie de demain, ils fabriquent beaucoup avec le sans gluten. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors d'abord, je pense que ça intéresse tout le monde parce qu'on se demande, est-ce que c'est pas justement la panacée? Est-ce que ça va pas sauver le monde ou le poids, les kilos, etc. Oui, oui, oui. Donc effectivement, bon, s'en méfier, non, sans doute pas. C'est-à-dire qu'il faut savoir, eh bien voilà, à quoi ça rime. Est-ce que ça a un sens nutritionnellement? Est-ce que ça a un sens d'un point de vue business, d'un point de vue développement de marché? Bon, c'est sûr que quand on est boulanger, artisan et qu'on veut répondre à une clientèle, eh bien voilà, il faut l'écouter. Parce qu'il y a cette demande aujourd'hui. Il y a cette demande. Elle est forte parce que les médias, évidemment, ont repris cette idée-là en disant, après tout, oui, parce qu'on nous donne des explications un peu fumeuses sur le fait que le gluten, que le blé d'aujourd'hui est riche en gluten et que du coup, peut-être que c'est pour ça qu'on a des boutons. Donc, voyons si on peut se passer de gluten. Mais c'est pas si simple que ça parce que le gluten, c'est une partie de protéine qui est dans le grain de blé. Et c'est grâce à cette protéine qui coagule pendant la cuisson que le blé retient les bulles d'air et ça fait du pain et non plus une galette. Donc, en fait, le gluten est indispensable pour la panification. Donc, se passer de gluten, c'est bien joli, mais à ce moment-là, vous ne mangez plus du pain, vous mangez plus que de la galette. Alors, vous pourrez peut-être intervenir aussi, nos boulangers qui sont en train de travailler sur ce que dit notre invitée Béatrice de Rênal. Quel est le point de vue des Français, justement, par rapport au gluten? Est-ce que c'est que les médias qui ont un petit peu forcé le trait? Parce qu'en fait, si vous voulez, il y a toujours, dans tous les mouvements comme ça, il y a effectivement une base. Oui, ça part d'un vrai constat au départ. Ça part de quelque chose. Et le quelque chose, c'est qu'en fait, en termes d'allergie ou d'intolérance, globalement, si vous voulez, on estime qu'il y a moins de 8% de la population qui va devenir intolérante, ou enfin, qui est intolérante ou allergique à quelque chose.
Donc, vous voyez que c'est déjà pas beaucoup. Et ensuite, par rapport au gluten, il y a une faible proportion. En revanche, le marché gluten est en augmentation pour plusieurs raisons. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des doutes et qui se disent, moi, j'ai éprouvé que quand je me passe de gluten, je vais beaucoup mieux. Donc, je me passe de gluten. Même si je ne suis pas vrai allergique, ça m'est égal. Je me sens Mais mieux je me sens mieux quand même. Voilà. Et puis, c'est vrai que quand vous êtes dans un foyer, eh bien, le fait que s'il y a une personne du foyer qui souhaite manger sans gluten, c'est plus ça simple met que tout un petit monde, peu la famille au régime sans gluten. D'où cette augmentation du marché. Après, d'un strictement point de vue médical ou physiologique... Oui, c'est ce que j'allais vous demander sur les impacts Alors, sur la santé. L'allergie n'est pas avérée, mais par contre, pour avoir fait des études sur les immunoglobulines des gens, on se rend compte qu'il y a des gens qui ont des allergies à bas bruit, c'est-à-dire que ce n'est pas une vraie allergie, c'est juste que vous êtes sensible à quelque chose. Alors, ça peut être au jaune d'œuf, ça peut être au lactose, ça peut être à des choses très précises, et le gluten, bien sûr, fait partie de ça. D'accord. Donc, effectivement, les gens qui ont une réaction à bas bruit vis-à-vis de, par exemple, le gluten, sont bien plus nombreux que les 8% annoncés. Donc, est-ce que ceci est une cause ou l'effet? On ne sait pas, mais en tout cas, si vous souhaitez manger sans gluten et si vous vous sentez mieux sans gluten, continuez. Et à ce moment-là, c'est sûr que, de toute façon, indépendamment de votre état de santé, il y a quand même de plus en plus de gens qui souhaitent manger sans gluten. Donc, il faut leur proposer des choses qui soient bonnes. Et c'est là où c'est plus compliqué. C'est là où c'est plus compliqué. Nicolas Nouchi, vous avez fait des études, justement, des statistiques sur le gluten ou sur la consommation? Alors nous, on est en train de terminer une étude, justement, sur ce sujet, qui est plutôt lié au régime alimentaire dans leur globalité. Dans leur globalité, très bien. À la fois la dimension cultuelle et puis la dimension nutritionnelle. Pour l'instant, on mesure assez peu l'impact dans l'univers de la restauration et dans l'univers de la boulangerie, bien entendu, encore moins. C'est des établissements qui sont anecdotiques pour l'instant sur la région principalement Île-de-France. Par contre, dans un contexte plus international, c'est pas du tout la même chose dans d'autres pays de proximité. C'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Espagne et en Italie, dans lequel vous rencontrez assez fréquemment des pizzas qui vous proposent une offre sans gluten à l'intérieur de la pizzeria. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui est une tendance peut-être non mesurable et non maîtrisable aujourd'hui en France, mais qui est très implantée dans les pays anglo-saxons et même dans les pays d'Europe du Sud. Donc ça fait partie des besoins du restaurateur aujourd'hui de réfléchir, ou du boulanger, de réfléchir aussi à avoir quelques alternatives sans gluten, puisque effectivement le monde des personnes qui sont atteintes de ce genre du mode de l'allergie se divise en plusieurs catégories. Ceux pour lesquels la présence de gluten peut avoir une incidence cruciale pour leur état de santé. Grosso modo, j'ai un peu de farine qui m'atterrit sur le visage, et là il y a des vrais problèmes à se poser. Et puis un autre monde qui sont des gens qui se sont à la fois découvert et puis créer une espèce d'allergie parce que c'est tendance et parce que c'est une situation d'effet de mode. Il suffit que Gwyneth Paltrow se mette au sans gluten et puis tout d'un coup il y en a 2-3 qui vont s'y mettre. Vous voyez, c'est facile. On suit Gwyneth. Voilà, bravo, c'est nouveau. Ceci dit, elle a pas mal engendré ce phénomène-là aux États-Unis. C'est vrai, elle a fait un livre d'ailleurs. C'est rigolo, elle a créé un livre là-dessus. Mais c'est rigolo, mais le principe de fond est de se dire quand le consommateur rentre dans la boulangerie-pâtisserie, il faut lui donner quand même envie de rentrer. Et il faut rajouter des offres qui peut-être ont pu être entre guillemets contaminées, mais qui sont entre guillemets libres. Il y a un rapport entre le bio, le gluten, c'est un petit peu, ça se suit ou pas? Justement, ces personnes qui cherchent du non gluten, c'est déjà des personnes qui consomment du bio, à moins qu'elles aient vraiment cette vraie allergie. Attention. Alors, en fait, je pense que la majorité des gens, heureusement, ne sont pas vraiment allergiques. En revanche, les gens. C'était intéressant. Je vous coupe 2 secondes, mais tout à l'heure dans le public, il y avait une personne qui était allergique, une seule. Donc c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était pas non plus. Je pensais qu'il y en aurait eu plus qui auraient levé la main. Eh bien non. Non. Heureusement, parce que c'est quand même. Bon. Après, souvent le grand consommateur. Alors nous, on n'a pas fait une étude sur la RHD, mais on a fait une étude sur les produits, les produits qu'on trouve en supermarché, et on voit. C'est une étude qui n'est pas que française, et on voit une explosion de l'offre de sans gluten, et on a toutes sortes de choses. À la limite, si vous voulez, aux États-Unis, on va trouver du coca sans gluten, ce qui n'a aucun sens. Mais par contre, en Europe, on a des produits sans gluten qui touchent évidemment la boulangerie, la pâtisserie, mais aussi dans les plats cuisinés, vous pouvez avoir un peu de farine en liant d'une sauce, et bien il y a c'est sans gluten. Vous pouvez avoir du chocolat sans gluten, c'est pas tellement de sens non plus. Enfin voilà, donc en fait, on a un petit peu de toutes sortes de choses. Après, les gens font souvent l'amalgame. Par exemple, ils pensent que le bio, c'est meilleur pour la santé, donc on peut manger tout bio
et pas grossir. Ben non, ça n'a aucun rapport. Bien sûr que non. Et de la même façon, les gens pensent que le sans gluten, eh bien, on peut en manger, ça ne fera pas grossir. C'est pas vrai non plus. Donc c'est une qualité particulière. Oui, on n'a pas de gluten dans le produit, c'est tout. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vigilant pour le reste, bien sûr. De tout en petite quantité. Oui, alors ça c'est évidemment un poncif nutritionnel. Ça enquiquine tout le monde quand on dit si vous voulez garder votre poids, il faut manger raisonnablement. Bon, c'est pas sexy comme conseil, c'est vrai, mais il n'y en a pas de meilleur, donc voilà. Non, mais manger des bons produits de façon raisonnable, c'est bien. Oui, c'est bien. De goûter de tout. Le problème des gourmands, c'est que plus c'est bon, mieux plus on mange. Donc il faudrait à la limite que ça soit pas bon, comme ça la compliance au régime serait bien plus facile. Est-ce que vous pensez que certains boulangers surfent justement sur le gluten? Vous avez une petite idée là-dessus, hein? Alors, les boulangers et les industriels surfent dessus, bien sûr, puisque tout le monde dit, ah bah tiens, il y a un filon en or, allons-y. Et avec, parfois des offres qui sont pas mal, mais il faut savoir que, par exemple, pour faire un pain, pour remplacer le gluten, donc la farine de blé, en fait, pour remplacer la farine de blé par autre chose, eh bien, vous savez que les autres céréales ne sont pas forcément panifiables, donc ça veut dire que ça va pas lever, ça va pas être agréable comme le pain. Mais maintenant, on sait faire du pain, évidemment, enfin, quelque chose qui ressemble à du pain sans gluten, mais avec quelques additifs dont les Français ne sont pas forcément très, très friands. Donc, on a par exemple de la gomme xanthane que l'on met dedans pour pouvoir justement avoir cet effet... Alors ça, on est peut-être plus sur les industriels. Ah mais non, parce qu'en boulangerie, c'est pareil. Le pain boulanger se fait avec de la gomme xanthane. Il est parti, Guillaume? Ou Rémi, vous avez une idée? Ou peut-être que Guillaume... Ah oui. 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 C'est obligatoire. Alors en fait, la plupart des boulangers, même artisans, artisans ou industriels, mettent dedans de la gomme xanthane qui est le plus économique, et c'est celui qui donne un aspect de pain, pas du tout la saveur bien sûr, et pas du tout le croustillant, parce que ça fait lever la pâte, ça fait quelque chose avec des petites bulles dedans, mais évidemment, ça n'a pas du tout la saveur. On enlève un produit pour en mettre un autre. Voilà, alors après, ce qui est peut-être plus intelligent, c'est de regarder dans la France entière, il y a des régions où on a utilisé d'autres bases que le blé. Je pense au maïs, par exemple, ou je pense à l'avoine, au sarrasin, etc. Et où on fait des tas de produits qui sont délicieux sans s'embêter avec du gluten. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est les galettes des Bretons, c'est comment ça s'appelle, le truc de maïs, là, j'ai oublié le nom, en Charente. Quelqu'un peut m'aider, peut-être? Non, il n'y a pas un Charentais ici. Un Charentais? Un Mia, non, c'est pas ça, un Mia, un truc comme ça. Donc, c'est des produits à base de maïs qui sont très agréables et où il n'y a pas de blé dedans. Qu'est-ce que, Nicolas Nouchi, que privilégient en général les Français? La qualité? D'après vos études, le prix, la rapidité? En fait, il faut se poser la question de ce que privilégient les Français quand ils rentrent déjà en boulangerie-pâtisserie, ce qui est assez intéressant. Tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, le consommateur dans l'univers du food service et de la restauration, il a des exigences fortes déjà, qui ont énormément progressé. Ça dépasse bien entendu la dimension de prix, qui est très importante, mais qu'on va essayer d'éluder dans ce calcul-là. Il veut de la rapidité aujourd'hui, il veut effectivement de la nutrition ou du moins du bien-être par l'intermédiaire du produit, il veut de la gourmandise et puis dans une moindre mesure aujourd'hui il veut de l'originalité, de la découverte. C'est amusant parce que quand on s'est donné ces variables qui sont les variables de tous les univers, restauration, boulangerie, pâtisserie, tous les univers du hors domicile, ils sont exacerbés dans la boulangerie-pâtisserie. C'est-à-dire que par essence, on veut un accueil et de la qualité dans l'accueil et dans les produits encore plus important. J'accepte d'attendre 8 minutes pour avoir un sandwich dans un restaurant rapide. Quand je suis dans ma boulangerie-pâtisserie, j'accepte pas puisque ma baguette, je le prends normalement en 1 minute 30. Donc, c'est exacerbé de façon encore plus significative. Je suis face à un artisan qui est un artisan boulanger-pâtissier qui véhicule toutes ces images d'artisanat. Il faut que ce soit encore meilleur, encore plus créatif, encore plus travaillé. Donc, ça veut dire que dans ces conditions-là et dans ce contexte-là, on a un enjeu pour le boulanger-pâtissier qui est quand même relativement important. Pour contrebalancer cette dimension négative, je dirais que, vous voyez, aujourd'hui, on est dans un salon qui est quand même assez riche en termes de produits, de qualité, d'informations. Mais pour autant, il y a un marché de la restauration qui est en souffrance aujourd'hui.
Et pour contrebalancer ça, je dirais que le marché de la boulangerie-pâtisserie, il a encore des perspectives par rapport à la restauration. Oui, c'est ce qu'on disait dans le précédent débat. Quelles sont les techniques des boulangers pour attirer justement plus de consommateurs? Alors pareil, on en a un petit peu parlé avec nos précédents intervenants. Hein. Pas toujours facile. Certains prennent du temps. Quand le consommateur, voilà, il tend la perche, effectivement, d'avoir envie de discuter avec lui sur son vrai métier, sur l'utilisation des farines. Sur les 10 dernières années, effectivement, bon, voilà, beaucoup de gens sont déjà informés, hein, il n'y a rien de nouveau. Hein. Sur les 10 dernières années, il y a une progression phénoménale du snacking. Okay, donc effectivement, le snacking est représenté une compensation par rapport à la baisse de consommation de pain, entre guillemets, dans la boulangerie-pâtisserie. La consommation de pain et la vente de pain est un tout petit peu baissée. Il fallait compenser justement avec ce snacking. Bon, maintenant, ceci étant dit, maintenant qu'on a parlé du sandwich et qu'on sait que pour le sandwich, il faut être extrêmement présent et que ça représente un potentiel très fort, c'est au travers de la communication et de la promotion que le boulanger-pâtissier va se positionner le mieux demain. La promotion en essayant de construire une offre qui est parfois plus miniaturisée, qui est parfois avec des tickets moyens, avec des compléments de tickets moyens qui permettent de gonfler un peu la formule, avec une offre qui est multiple sur plusieurs formules différentes. Vous voyez l'idée d'avoir ce qu'on appelle une politique d'élasticité de l'offre, avec d'un côté une offre formule très économique et puis de l'autre côté une offre un peu plus premium, qui soit plus véhiculée par cet intermédiaire-là. Là, il y a des variables là-dessus. Et après, le deuxième enjeu, mais c'est un enjeu pas d'aujourd'hui, mais peut-être sous 5 ans, il y a des boulangers-pâtissiers qui se sont déjà investis là-dedans, c'est l'enjeu de la communication au travers des réseaux sociaux. Tout à fait, on en parlait tout à l'heure et il y en a qui le manipulent très très bien, effectivement, hein, ou Twitter, ou Facebook, voilà, bien sûr. C'est une vraie alternative. Pourquoi ? Parce qu'en fait, à la seule différence de ce qui est en train de se créer dans l'univers des réseaux sociaux sur l'univers de la restauration et du food service, quand je suis restaurateur, je crée un univers virtuel par l'intermédiaire des réseaux sociaux. C'est vrai que j'ai peut-être une chance qu'une fois dans l'année, le type vienne manger chez moi. Et puis si c'est un client de proximité avec mon plat du jour que je publierai dans le réseau social, je viendrai de temps en temps manger. Par contre, quand je suis dans l'univers de la boulangerie-pâtisserie, je vais du virtuel au réel. Je fais rentrer le consommateur dans mon laboratoire. Il me voit en train de faire un nouveau pain. Il me voit en train de me lancer dans une nouvelle recette. Je le fais participer progressivement. Et comme il va venir régulièrement, au moins pour acheter son pain, je vais pouvoir l'inciter à augmenter son panier moyen. On parle bien d'une politique, hein, c'est marrant parce que sur le boulanger-pâtissier, je ne pense pas qu'on aurait imaginé il y a 20 ans d'utiliser des termes comme ça, mais le boulanger-pâtissier maintenant c'est un chef d'entreprise, donc on parle d'une politique de saturation qui consiste à dire j'ai un client qui part avec ça, maintenant il faut qu'il parte de plus en plus avec ça, qu'il augmente son panier moyen d'achat. Tu es d'accord avec ça également, hein? Oui, mais je pense qu'après pour l'offre sans gluten, il est très important que l'achat il se fait d'abord à l'œil. Donc il faut avoir des produits absolument magnifiques, tentants, je dis souvent sexy, de façon à avoir déjà envie de les acheter, parce que le plaisir commence aussi par l'œil. Tout à fait. Et évidemment, le sans gluten, le problème, comme je vous ai dit, on n'aura pas le croustillant du pain qui est si délicieux. Donc il faut vraiment jouer pour pouvoir avoir des produits qui sont visuellement, évidemment, gustativement, vraiment très très bons. Donc là, on a encore une large marge de manœuvre à faire et à travailler. Et je pense que le boulanger artisan, il a bien plus de latitude à pouvoir le faire que l'industriel qui peut moins innover, bien sûr. Bien sûr. Et justement, vous avez vu les réalisations du Berefeuille de nos boulangers. Hein. Est-ce que déjà vous avez été séduit du regard? Oui. Et vous avez goûté, hein? Alors moi, j'ai tout goûté. Pas encore goûté, hein? Peut-être un peu plus tard. Moi, j'ai tout goûté. Et en fait, il y a des choses qui sont très gourmandes, comme le pain d'épices ici. Il y a des choses qui sont très originales, comme le croissant à la framboise, par exemple, qui est un peu rouge dessus, etc. Et puis, il y a des pains complets avec des graines qui, moi, m'attirent particulièrement, mais qui sont... l'important étant la variété. Et c'est une des grandes qualités de la gastronomie française, c'est justement de miser sur la variété. C'est ça qui fait le paradoxe français, hein, c'est qu'on est exigeant sur la variété. C'est ce que dit tout à fait. Et donc il faut absolument, même dans les produits sans gluten, il faut avoir de la variété. Donc allant de l'un à l'autre, c'est encore la meilleure façon d'atteindre l'équilibre nutritionnel. C'est ce qu'on disait, hein, Nicolas. Il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit que le boulanger soit souriant ou la vendeuse. Et en même temps, quand on arrive, on est d'abord attiré par l'œil. Il faut que ça soit beau. Ouais. Il faut qu'on ait envie. Enfin voilà. Donc c'est vrai que c'est plein de paramètres. Si vous voulez, le principe, c'est bien là aussi qu'il y a un enjeu pour le boulanger-pâtissier de demain. Hein. C'est que déjà, effectivement, il faut essayer de sortir de son fourneau de base, en fait, et essayer de voir comment l'offre évolue et tout le temps regarder. Parce que malheureusement, le consommateur d'aujourd'hui qui va en boulangerie-pâtisserie, ou plutôt le consommateur qui a moins de 20 ans aujourd'hui,
il n'a plus du tout les mêmes envies que moi quand j'avais 20 ans. Et c'était il y a quelques temps. Donc, mais si. Mais sur le principe, si vous voulez, le consommateur de moins de 20 ans, il n'est plus du tout excité par un croissant ou un pain au chocolat, ou du moins dans des proportions nettement inférieures. Alors comment on l'excite de nouveau en voyant un pain au chocolat? Aujourd'hui, il y a ce type d'innovation qui viennent se présenter. Hein, vous voyez, quand je vois ce type de produit... Le croissant aux framboises, la réalisation de Rémi et Guillaume est très sexy. Exactement. Donc dans cette dimension-là, j'ai une autre approche ou ce genre de choses. Bien sûr. C'est magnifique parce que ça donne d'autres envies et aussi, malheureusement, dans une réalité de marché, parce que c'est le cas depuis ces 40 dernières années, le marché français est très influencé par les tendances américaines et il ne l'a jamais été autant qu'aujourd'hui. Hein. Ah bon? Oui, parce que si vous prenez l'exemple du burger, si vous prenez l'exemple du burger qui est monté en gamme, du bagel qui est en train d'arriver alors qu'il est là depuis 10 ans mais qui est en train de se performer, du hot dog. Enfin, on sait qu'aujourd'hui, pour le boulanger-pâtissier, eh bien, l'alternative du cookie, du brownie, du muffin et de tout ce qui est avoisinant, même avec une dose d'originalité, est devenu un incontournable à concurrence de certains types de consommateurs. Alors, c'est vrai, mais le plat préféré des Français en fast-food reste quand même la pizza aujourd'hui. Donc, on a beaucoup de concurrence, vous voyez, que ce soit italienne ou américaine. Hein. Donc, je pense qu'il faut aussi défendre le savoir-manger français et le simple sandwich. Il n'y a rien de plus équilibré qu'un sandwich pain-baguette à la française. Vous ne ferez pas mieux. Hein. Donc, une bonne baguette croustillante. Oui, et puis là, on voit qu'on sait faire des baguettes croustillantes avec des farines qui sont un peu différentes, qui peuvent être un peu plus à la mode, que ce soit sans gluten ou avec du pain complet ou avec n'importe quoi. Mais c'est vrai que cette variété sandwich à la française, c'est quand même un patrimoine qu'il faut sauvegarder et faire évoluer, parce que ça séduit aussi les nouveaux venus sur le marché. Oui, c'est d'ailleurs une information qui est intéressante, c'est la réalité de se dire que le sandwich traditionnel, celui qu'on voit en boulangerie-pâtisserie, il est en train de quitter un petit peu l'univers de la restauration rapide, sauf peut-être dans les snacks classiques. Mais la restauration rapide est en train de se thématiser. Elle va chercher à créer des sandwichs, à proposer des sandwichs différemment ou d'autres offres alternatives en finger food qu'on peut manger rapidement. Là où va rester dans les 5 ou 10 prochaines années le sandwich traditionnel, c'est en boulangerie-pâtisserie. Donc on revient quand même... Pour la boulangerie-pâtisserie, ça n'a pas tellement bougé, cette idée de sandwich traditionnel avec du bon pain. Non, mais c'est vrai qu'on les trouvait un petit peu partout peut-être, et on s'est dit c'est un peu dommage. Voilà. C'est un petit peu en train d'évoluer parce que la restauration rapide est en train de se thématiser de plus en plus. Donc ça risque de bouger au fur et à mesure du temps. Pour autant, effectivement, le boulanger-pâtissier, on a des attentes et des exigences qui sont très fortes en termes de qualité et en termes de contenu. Mais on veut un sandwich traditionnel, mais on veut le voir évoluer un petit peu. Et ça consiste à le faire évoluer dans la variété des pains, dans le basculement de la baguette blanche vers la baguette tradition, aussi bien pour le sandwich que pour sa consommation du quotidien. Il y a beaucoup d'attentes du consommateur là-dessus, et puis aussi dans l'origine des produits et dans la qualité des produits qui vont être précisés. Parce que là aussi, il y a un enjeu complémentaire qui vient se greffer, c'est que on sait qu'aussi le boulanger-pâtissier, depuis le mois de décembre dernier, et surtout en décembre 2016, va devoir communiquer certaines informations sur les valeurs nutritionnelles et sur les origines de ces produits, ce qui devient encore une obligation complémentaire qui vient se greffer, une contrainte complémentaire. Mais derrière ça, le consommateur, le seul truc positif qu'il pourra récupérer, c'est avoir des nouvelles informations sur d'où vient mon produit, quel a été le choix de mon professionnel boulanger-pâtissier. Vous dites que ça va être obligatoire, il va devoir communiquer comment Normalement sur les étiquettes sur le produit. Sur les produits. Oui. C'est une obligation européenne obligatoire maintenant. Tout ce qui est vendu, y compris votre plateau repas dans le train, dans poser l'avion, une petite etc., étiquette avec... Voilà, vous aurez l'information à la fois sur les allergènes justement et puis sur le contenu strictement nutritionnel. Alors pour le boulanger, c'est un peu une gageure parce que ça va alourdir considérablement sa charge de travail. Administratif. Oui, bien sûr. Vous parliez d'originalité, eh bien, on va aller voir dans quelques instants nos boulangers. Effectivement, on est complètement dans l'originalité aujourd'hui, parce que c'est burger sans gluten, gaufre monsieur, tartine de campagne. Donc là, on est vraiment pour la pause déjeuner, pour le lunch, mais également avec... un complet lentilles graines de courge, donc ça vous parle, ça devrait vous plaire, j'ai l'impression. Un pain avec du blé ancien et un sandwich également sans gluten. Donc on est vraiment dans la tendance, dans effectivement la boulangerie de demain. Ça vous tente ?
Moi, beaucoup, oui, oui. Bien sûr, tout ce qui est ce type de produit. Mais vous voyez que le sandwich à la française, plutôt que le pain baguette, il peut être le buns, là, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire un pain qui est rond. Donc, vous voyez, la forme, elle n'est pas importante pour l'équilibre, mais c'est après une question de séduction et une question de se dire, ah bah oui, tiens, ça sera pour moi maintenant. Donc, Béatrice de Rênal, docteur en nutrition, on l'a dit, et vous avez un blog, donc si vous voulez aller voir les conseils, c'est des conseils. Qu'est-ce que vous mettez sur votre blog? C'est plutôt des coups de gueule. Des coups de gueule. Ce sont des coups de gueule par rapport à ce que font certains industriels en marketing quand ils disent que un des derniers, parce que je ne sais pas pourquoi je pense à ça maintenant, mais ça n'a aucun rapport avec le gluten, mais c'est une société très très connue en France qui fait des caramels, des bonbons, des caramels, et qui a marqué au bon goût d'antan. Et dedans, ça commence par sirop de glucose fructose. Alors moi, ça, je ne peux pas laisser passer. Mais vous avez raison, c'est bien aussi. Qu'est-ce que vous en pensez d'avoir des vrais coups de gueule comme ça quand effectivement on nous ment? De toute façon, vous voyez, depuis un petit moment, je fais des coups de gueule. J'ai toujours mis les pieds dans le plat et je ne suis pas encore en prison. Donc ma foi, je continue. C'est que vous avez raison, certainement. C'est que je dois avoir raison. Je fais attention quand même, parce qu'il y en a qui ont... coup de gueule modéré? Non. Jamais. C'est soit coup de gueule, soit pas coup de gueule. Alors donc le blog c'est miammiam.eu. Voilà, EU comme Europe et miam miam comme c'est bon, c'est bon. Comme c'est bon, c'est bon. Et donc Nicolas Nouchi, on a dit base de données et études des marchés food service pour SHD Expert France. CHD, pardon. Vous venez avec moi, on va voir un peu les réalisations de nos boulangers. Alors on est rejoint par Gontran Cherrier, notre parrain. Je vais vous chercher un petit micro peut-être, Gontran. Bonjour. Alors Gontran est le parrain de notre événement tout au long de la journée. Je vous redonne votre petit micro. Voilà, alors... Je suis un voisin, mais de temps en temps, je dépose mes enfants dans le périmètre. D'accord. Et je me retrouve pour faire les buts de chevaux, etc. D'accord. Vous avez plusieurs sites. Je suis sur un site qui est près des buts de chevaux. Oui, c'est ça, C'est super, c'est chouette. Ça fait plaisir. Une offre et une idée intéressante. Innovation. Alors Gontran, est-ce que ça vous parle, ça vous inspire le lunch? Alors d'un côté, on va voyager d'un côté et de l'autre parce que toutes les réalisations ne sont pas complètement finies. On ne va pas non plus les stresser, on n'est pas là pour ça. Donc là, on a le burger sans gluten qui n'est pas encore préparé. On a la gaufre, messieurs, c'est plutôt sympa ça. Donc on parlait effectivement de se remettre en question, d'innover. Là, on est complètement là-dedans avec Qu'est-ce qu'il y a dans la gaufre en question? Qu'est-ce qu'il y a dedans dans la gaufre? Alors, on va demander à la personne intéressée directement. Guillaume, pourriez-vous nous expliquer la gaufre? Donc, c'est une gaufre tout à fait classique avec de la farine, du sucre, des œufs. Pardon? Et du sucre également, oui. Donc en fait, c'est une gaufre sucrée qu'on a l'habitude de faire à la maison pour le goûter. Sauf que là, l'idée, c'est évidemment de le mélanger au salé façon croque-monsieur. Donc moi, je trouve que le fondant du gruyère dans la gaufre qui se répartit pas mal un petit peu, ça fait un petit peu comme une tartine quand on répartit dans la gaufre. Ça a un mélange sucré-salé, ça attire la curiosité. En tout cas, je trouve qu'en bouche, c'est très très bon. Ça permet également, donc c'est du street food, ça permet également de manger dans la rue, quelque chose de nouveau, mais également qu'on connaît, souvenir d'enfance. Voilà, c'est une petite idée une idée nouvelle pour nos boulangeries. Donc c'est aussi pour dire que le boulanger, il n'est pas uniquement dans la réalisation du pain, des croissants, il est également dans le snacking aujourd'hui. Il est également dans des compétences un petit peu en cuisine, où il doit chercher des nouvelles idées, de nouvelles compétences, renouveler sa gamme, parce que 20% de la consommation aujourd'hui en boulangerie-pâtisserie, c'est du snacking. Donc il doit se remettre en question, il doit aller chercher des compétences en cuisine pour toujours attirer la clientèle et par rapport à la concurrence, ne pas se faire déborder.
Moi, je tiens à dire également que la boulangerie-pâtisserie artisanale, c'est surtout un commerce de proximité. Donc le boulanger, les personnes en vente, que ce soit sa femme, que ce soit des vendeuses, des vendeurs, ils doivent pouvoir communiquer sur le produit et donner envie aux clients de pouvoir le consommer. Et je trouve que c'est la vraie différence avec des boulangeries semi-industrielles ou autres. On trouve des produits qu'on trouve en grande surface, c'est qu'on a l'avantage d'avoir le boulanger ou la vendeuse qui va expliquer le produit, chercher des nouvelles idées, tout le temps se renouveler pour essayer d'éviter de se faire avoir par la concurrence. Et voilà, et des nouvelles gammes, une nouvelle clientèle. Gontran, vous proposez également du salé dans vos boulangeries, il me semble. Oui, 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 évidemment. Donc, en fait, c'est un passage obligé. Enfin, dans les boulangeries aujourd'hui, on est contraint quand même, et avec plaisir, de proposer une offre snacking parce que déjà, on a la base, on a le pain. Donc c'est vrai que pour le coup, pour faire tout ce qui est sandwich ou tartine, c'est plus facile. Alors chez moi, mais les emplacements sont pas forcément situés pour faire du volume. Donc j'ai des petites quantités en termes de salé. Mais bon, on se fait plaisir, on fait attention à mettre en avant des produits frais, à changer les recettes. Voilà, donc ça c'est pas mal de produits de saison, les tartes salées de saison. Et c'est vrai que c'est un univers sur lequel aussi on peut s'exprimer parce que c'est, les manières d'accommoder soit le pain, soit les bases comme celle-ci là pour la gaufre, sont infinies. Donc après c'est encore une fois c'est à discrétion et puis c'est avec sa culture, son goût et ce qu'on aime. Donc ça c'est chouette. Juste quelques mots sur la tartine, Guillaume, et puis après on vous laisse finir votre burger. Donc la tartine de pain, comme je disais tout à l'heure, donc c'est un pain de campagne au levain. Farine de blé, farine de seigle, levain liquide sur la tradition française. D'accord. Qu'on a pétri hier, qu'on a laissé tout doucement fermenter toute la nuit pour pouvoir le cuire aujourd'hui, pour développer les arômes. La particularité sur le fait de faire une tartine, le fait de faire du pain pour une tartine, c'est que d'éviter d'avoir des gros alvéoles quand même. Alors souvent le boulanger il cherche à avoir l'alvéolage pour avoir du goût, pour avoir de la conservation, pour avoir de la flaveur. Là c'est quand même un petit peu, je dirais pas l'opposé, garder le goût, mais éviter que la garniture puisse passer au travers. Donc avoir des belles tranches de campagne. Et je disais tout à l'heure que ça fait aussi partie du métier de boulanger de présenter du snacking. Mais le métier de boulanger à la base c'est le pain. Le métier de boulanger c'est les pâtes fermentées. C'est aussi pour ça que j'ai voulu présenter une gaufre, je voulais revenir là-dessus. Pour moi le métier de boulanger il correspond à toutes les pâtes qui contient de la levure et qui contient un ferment. Le boulanger doit maîtriser la fermentation. Donc voilà, et dans toute cette gamme où on va avoir de la fermentation, il est capable de proposer énormément de choses. Super, merci. On va aller se diriger vers le deuxième atelier avec Thibaut et Julien. Oh là là, que c'est joli, c'est des petits cadeaux. Hein. J'adore l'idée. Hein. C'est vrai que c'est joli. Est-ce que ça se passe bien, messieurs ? Vous voyez, là, on rentre dans un contexte qu'on a évoqué tout à l'heure, en fait, qui est celui de dire le boulanger-pâtissier peut avoir aussi l'alternative de choisir entre les sandwichs gros volume et gros modèles et des sandwichs un peu plus petits qui sont beaucoup plus originaux, enfin très originaux, avec des pains spécifiques, mais qui permettent également d'augmenter le panier moyen, puisque généralement, on va accompagner ça d'une deuxième denrée. C'est rare qu'on puisse éventuellement se sustenter avec cette taille de sandwich, enfin en tout cas moi en ce qui me concerne, mais la plupart des consommateurs aussi. Et l'idée, c'est de se dire, je vais avoir ce sandwich-là avec un joli dessert, peut-être une petite salade miniaturisée d'accompagnement, avec une petite bouchée ou un petit pain garni qui viendrait compléter cette offre-là. Et là, c'est assez courant, c'est vers ça, normalement, que le boulanger-pâtissier doit s'orienter. Vous êtes d'accord avec ça, Gontran ? Oui, bien sûr, oui, effectivement. C'est le choix du format du produit va forcément guider vers des achats parallèles, forcément. Non mais c'est vrai, voilà, moi je me laisserais bien tenter par le petit sandwich, mais comme il n'est pas
trop très grand, joli, hein. on va dire. Il est très joli, il donne envie. Bah, c'est vrai que peut-être qu'un petit dessert, je me laisserais bien tenter. Oui, ou même un petit complément avec, vous voyez, une part de tarte, etc. Ce genre de choses. Les tartes salées qui sont très présentes d'ailleurs chez vous, je crois, les tartes salées, voilà. Et ça peut éventuellement être envisageable. Enfin, en tout cas, moi, vous voyez, je me contenterai pas d'un seul si jamais je devais faire mon déjeuner. Vous en prenez là-dessus. 2. Au Plus moins, une tarte salée Au Moi moins, aussi. enfin, Je ne sais pas pourquoi tout le monde dit petit dessert, alors qu'en réalité, Oui. non. Bah, c'est comme ça, on a l'impression de pas manger, Voilà, c'est c'est trop, ça. quoi. Un C'est petit, ça, un oui. petit sandwich, un petit dessert. Oh, mais moi, je suis comme ça, je suis petit. Hein. Je m'en en prends encore ma main. Ouais. Oui, Mais c'est ça, pourquoi on se fait petit? plaisir, Non, hein. non, pourquoi petit? C'est vrai, pourquoi petit hein? Parce qu'on dit que c'est mignon. Donc là, on est sur... C'est Thibaut, sans vouloir vous perturber, Thibaut. Hein. Attention. Hein. Donc ce sandwich sans gluten, Voilà. Donc, du chèvre, un peu de salade. voilà, pour une petite présentation, comme je Mmh. l'expliquais tout à l'heure, la problématique du gluten, donc c'est certainement le volume et l'effet dense que ça peut avoir sur le produit. Donc on a essayé de contourner un petit peu le souci en proposant une pâte à choux en fait sans gluten avec un petit topping dessus, un mélange de céréales. Et à l'intérieur, ce que je disais tout à l'heure, il est végétarien, donc absolument pas, et non pas végétalien. Hein. Un nutritionniste pourra certainement revenir peut-être éventuellement là-dessus. Et il est surtout local. Moi, j'habite en Touraine, et en Touraine, bah, il pose beaucoup de choses. Donc, j'ai fait le marché. Et donc, ce que vous apercevez de blanc, là, c'est du panais. Du panais, une sorte de carotte blanche qui revient un petit peu sur les étals des marchés. En goût, je trouve ça assez intéressant. Et puis, à côté, donc, de la carotte tout simplement. Et carotte carotte épanée que j'ai fait légèrement sécher en fait au four à 1 heure à peu près, 100 degrés, pour éviter que ce soit trop humide. Et après derrière, il y a une huilerie à côté de chez moi qui produit une diversité d'huiles qui est assez intéressante. Et on parle beaucoup des acides gras monoinsaturés tels oméga 6, oméga 3. Donc j'ai trouvé bon d'utiliser une huile de colza parfumée à la noix. Parce que l'huile de colza, c'est quand même pas terrible des fois en termes gustatifs, mais la noix, ça apporte une Noix et flaveur. chèvre, ça passe bien. Ouais, Mmh, et ça belle passe très, association. très bien. Et Sainte-Maure est à quelques kilomètres d'où j'habite, donc forcément un petit morceau de Sainte-Maure. Et pour la base, en fait, la crème que vous voyez tout à l'heure dans la poche là, c'est en Touraine, on produit beaucoup de haricots blancs. Ah. Et il y a une problématique qui se passe. Tout à l'heure, j'entendais, bon, le sandwich, il paraît quand même un petit peu léger. Et le bon côté du haricot blanc, c'est que ça apporte déjà beaucoup de fibres, un certain sentiment de satiété hein, qui s'installe. Donc c'est uniquement des haricots blancs préalablement cuits et ensuite que j'ai mixé avec un petit faisselle de Sainte-Maure. Donc ça nous donne cette petite crème, toute simple, vraiment très très simple, parce que sur le sandwich, il ne faut pas tellement partir, on a beaucoup de possibilités. Il faut simplement réfléchir un petit peu à ce qui se présente à nous. Et après, éventuellement, comment dirais-je, agrémenter votre sandwich comme vous l'entendez. Donc, il se compose de ça. Et en plus de ça, les haricots blancs, les légumineuses sont extrêmement intéressantes sous un plan nutritionnel, hein, puisqu'elles apportent beaucoup d'acides aminés, en particulier de la lysine, et d'ailleurs l'OMS a particulièrement insisté sur le fait qu'on ne consommait pas assez de légumes secs. Donc mangez-en, c'est très très bon. Voilà. Béatrice, vous êtes d'accord? Bravo, hein, Ah oui, bravo. bravo. Ouais, 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 bravo. Vous pouvez l'applaudir. Il est très... Bon, voilà, ce sont les chefs de demain. Ils sont aussi forts en nutrition qu'en goût, et c'est ça l'avenir. Vous nous impressionnez. Mais si. Hein. Bon, c'est original, hein, la petite sauce. Hein. Est-ce qu'on peut goûter? Dans quelques minutes. C'est que ça donne envie, c'est que ça a l'air trop bon. Bah, du coup, je dirais plus petit, bah, j'en prendrais 2. Hein, ça a l'air trop bon. Voilà, j'ai été conquise. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est la mise en avant justement et de pouvoir bénéficier du terroir qui nous entoure. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que de pouvoir dire tiens, je vais chercher ça à côté de chez moi parce que déjà on sait d'où ça vient, on sait qui le fait. Ça permet aussi de faire découvrir des choses parfois qu'on n'a pas l'habitude de consommer. C'est vrai que notamment le panais,
C'est un produit que j'aime beaucoup, qui a beaucoup de parfum, une belle texture. Tout dépend de comment on l'utilise, mais... Et quand on l'utilise pas forcément en sandwich. Et quand on l'utilise pas forcément en sandwich. Voilà, donc déjà. tout ça, je trouve que c'est un exercice qui est pas évident. Donc vraiment bravo, parce que ça fait plaisir à voir. Et il y a la créativité et de l'idée, donc c'est chouette. Donc ça, c'est une des premières réalisations. On a également donc le complet lentilles graines de courge, c'est bien ça, et le pain avec le blé ancien. On les a sur le côté ou pas? Ils sont... Oui, bien sûr, bien sûr. Alors peut-être que pendant ce temps-là, on peut procéder, Clément, si Clément c'est par là, au tirage au sort. Est-ce que vous avez joué, vous avez vu votre petit bulletin pour avoir la chance de venir avec nos intervenants et notre parrain sur la scène déguster? Est-ce que vous avez tous joué? Vous avez tous mis un petit bulletin dans l'urne ou pas? Bah alors? Bah, allez, on se presse, on se lève, on va mettre un petit bulletin. Juste à l'entrée, là, il y a une jolie boîte rouge. Est-ce que Clémence est là, par contre? Non. Mais j'ai Gauthier, peut-être. Gauthier passé par là. C'est gentil, Gauthier. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're wonderful, flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, whoa. I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, whoa. Oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Alors, est-ce qu'Anaïs Gagelin est parmi nous? On applaudit très fort. Anaïs, qui a joué, qui a mis son petit bulletin dans l'urne. Donc, vous pouvez venir avec nous, Anaïs. Bonjour, venez par là avec nous. Bonjour, vous allez bien? Oui. On va se tourner comme ça un petit peu, Anaïs. Vous êtes consommatrice, vous êtes dans le métier? Non, c'est mon père. C'est votre papa? Oui. Qui a quoi, une boulangerie? Boulangerie-pâtisserie. Boulangerie, pâtisserie. Eh ben super, bien fait de jouer. Vous avez envie de déguster ces bonnes choses avec nous ou pas? Vous savez pas trop, hein? Ben, on va vous permettre de déguster, en tout cas. N'hésitez pas, venez à côté de moi, là. Soyez pas trop timide. On est juste entre nous, on est entre amis. Tout se passe bien. Parce que Béatrice a très envie de goûter. Hein? Allez-y. Venez ici, peut-être autour. On va se mettre là, derrière, autour là-bas, de la table. On va pousser les réalisations. Et puis ensuite, on fera passer dans le public un petit peu pour faire goûter également. Bah, vous avez la chance d'être avec nous. C'est bien de goûter, de voir ce qui se passe et tout, c'est chouette. Comme ça, vous allez voir de près. Donc là, on a les tartines. Quelles sont belles ces tartines. Oui. Alors, on les repasse pas au four, hein. Elles sont comme ça. Les jolies tartines Merci, de notre Guillaume. premier binôme. Alors, on va peut-être, Gontran, remettre les petits Ah oui, bien diplômes sûr. à nos intervenants pendant ce temps, le temps que l'on dresse notre piano. Donc, un diplôme à Béatrice de Rénal pour avoir participé au débat. Le joli diplôme Pain & Co Masterclass. Eh ben ouais, parce que c'est la première. Donc, voilà, on vous remercie. Et puis, le deuxième diplôme pour Nicolas Nouchier. Merci, ça fait longtemps que je n'avais pas eu un diplôme. Vous avez vu? Bah, heureusement que vous êtes venu nous voir aujourd'hui. Ouais, Hein. c'est un grand flashback en arrière pour le peu de diplômes que Non, j'ai mais vous eu. avez été bien. Il mérite le diplôme ou pas? Oui, hein, Ouais, tous les deux, allez, ils méritent. c'est Hein, sympa, oui. merci. Vous avez vu un petit peu. Bah, c'est nous qui vous remercions de votre participation. Et encore un débat bien animé, c'est bien. On apprend plein de choses. Donc, on a également la gaufre Monsieur. Elle est jolie, cette gaufre. Hein, c'est une très jolie idée. Hein.
Et puis, je peux prendre les petits sandwichs, les garçons? Je peux les amener sur le piano? Ouais. Allez, je fais comme à la maison. Ils sont beaux, hein. À gauche. Avez-vous des questions dans le public? Non, n'hésitez pas, hein. Les petits sandwichs? In a sea of faces, in a sea of doubt, in this cold place you poise about the maelstrom. In the wake of this ship of fools, I'm falling further down. If you can see me, Marianne, reach out and take me out. I hear you calling, Marianne. Across the water, across the wave, I hear you calling, Marianne. Can you hear me calling you to save me, save me, save me from the grave? There's a weight above me, and the pressure is all too strong. To breathe deep, breathe long and hard, to take the water down and go to sleep, to sink still further beneath the fatal wave. Marianne, I think I'm drowning. This sea is killing me. I hear you calling, Marianne. Across the water, across the wave, I hear you calling, Marianne. Can you hear me calling you to save me, save me, save me from the grave? Alors, comment se passe cette dégustation, hein? C'est très bon, hein? C'est très intéressant. Un, deux, un micro de compte. Ouais, non, c'est très intéressant. Alors c'est vrai que ce que l'on se disait, c'est que l'utilisation du sans gluten, c'est toujours un peu... c'est pas facile parce que il y a toujours cette sensation de produit un peu sec, étouffant. Et l'exploit, si je puis dire, c'est vrai que de l'avoir travaillé comme ça sur une pâte à choux, c'est vachement bien. Enfin, ça permet déjà d'avoir... bon, on a la croûte et puis à l'intérieur de mettre pas mal de garniture et finalement ça fonctionne très très bien. Et c'est très bon.
Quelle farine a été utilisée pour la pâte à choux? Riz et sarrasin, d'accord. Riz et sarrasin? Mais c'est pas commun. Ouais. Si? Ah, si, pour vous. Bah, le riz, ça gélifie. Enfin, il y a un côté. Ouais. Non, c'est très bien. Donc là, pour l'instant, vous avez goûté les sandwichs. Ouais. Et là, on a le pain. Le pain aux céréales. Celui-ci. Ouais. Merci. Alors ce pain-là, donc tout à l'heure on était sur un pain complet aux fruits. Et bien écoutez, j'ai été feignant, j'ai utilisé la même pâte que tout à l'heure. Et on l'a dérivé, ce qui permet de gagner du temps en production, ce qui n'est pas négligeable, et de faire un pain tout à fait différent. Là, on est, ce que je vous expliquais tout à l'heure, sur un pain, on a essayé de rechercher toutes les protéines essentielles, hein, et les deux qui sont pas tout à fait présentes, voire totalement absentes, c'est la lysine et le tryptophane. Je vais y arriver. Donc, et dans la lentille verte du puits, on a énormément de cet acide aminé là qui s'appelle la lysine, donc qui nous permet d'avoir un apport. Et puis, et dans la graine de courge que certains connaissent peut-être un petit peu pour l'utiliser dans des salades ou autres, qui est un produit assez oléagineux en vérité. Et là, on a une richesse en tryptophane, donc l'autre acide essentiel. L'autre protéine essentielle, voilà. Donc là il est un petit peu chaud, hein, mais il sort du four. Et également on a travaillé donc tout à l'heure, je le disais, avec un levain qui permet de vraiment dégrader l'acide phytique, là, qui permet vraiment d'assimiler l'intégralité des minéraux. Et puis d'où l'importance de travailler sur une farine complète de haute qualité. Là en CRC pour garantir le minimum de résidus, hein, de pesticides dans le pain. Voilà. Il y a vraiment une texture très intéressante sur ce pain. C'est vrai qu'en utilisant même les graines de courge comme ça en topping ou même à l'intérieur, on a vraiment une mâche qui est agréable. Et puis toute la complexité justement de la texture de mie, du levain, de la cuisson, de la croûte. C'est vraiment très bien fait. C'est super bon. Bravo. Alors, on va aller voir la fameuse gaufre. La gaufre. Et ils sont en train de terminer le burger qui a l'air aussi, il est beau déjà, rien qu'à la couleur. Béatrice, étonnant? Surprise? Ah non, pas du tout. Alors c'est étonnant parce que c'est vraiment sucré-salé. Par contre, c'est très attrayant. Ça donne vraiment quelque chose d'agréable à manger, pas facile à manger, homogène, on va dire. C'est bien équilibré en goût, mais c'est quand même sucré et salé. Alors c'est peut-être quelque chose qui se mange aussi chaud, peut-être, Gontran, non? Oui, je pense que... Enfin là, c'est tiède, Oui, donc... c'est chaud, ouais. Est-ce qu'on aurait pu mettre moins de sucre, Guillaume, ou pas? On peut alléger en sucre, on peut faire ce qu'on veut, quoi, voilà. Et vous, ça vous plaît, Gontran? Oui, moi j'aime beaucoup, ouais. J'aime bien parce que c'est moelleux, c'est quelque chose qui pourrait tout à fait marcher en Asie parce que ils sont pas fans de croûte. Donc ils sont plutôt à la recherche des produits qui sont moelleux. Donc c'est vraiment tout à fait le genre de recette qui pourrait tout à fait fonctionner en Asie. C'est très bon, j'aime bien, enfin, c'est presque rassurant le côté croque, donc avec le jambon et le fromage. Oui. Ouais. Non, c'est très bien. Je regarde la tartine depuis tout à l'heure, donc je vais la goûter. C'est vrai qu'elle est jolie, la tartine. Nicolas, de ce que vous avez goûté? Moi, je me suis limité au sandwich pour l'instant, mais par contre, il y a une information qui est intéressante que disait Gontran, qui est celle aussi de prendre en considération l'évolution des goûts et l'évolution des mœurs au niveau du pain en fonction des pays. C'est assez extraordinaire de se dire qu'effectivement en France on a nos habitudes du pain baguette, mais dès qu'on se déplace et dès qu'on passe la frontière, ne serait-ce que dans les pays allemands ou dans les pays anglo-saxons, la baguette c'est quelque chose entre guillemets d'anecdotique, enfin plutôt d'exotique je dirais, et on retrouve des qualités de pain et des typologies qui sont assez différentes. Et l'exemple de ce pain qu'on a ici, hein, qui est celui avec les inclusions de courge, qui est génial, hein, parce que c'est génial de se dire bah tiens, les graines de courge je peux les utiliser pour d'autres escients, parce que ça peut même faire l'objet de produits d'apéritif, hein. Souvent les graines de courge on
peut les faire griller, c'est sympathique aussi à l'apéritif. Ben là, on trouve des influences énormément d'Europe du Nord et d'Allemagne, où là, les céréales et les graines de toutes sortes viennent automatiquement en termes d'inclusion. Et même dans au Moyen-Orient, on peut retrouver des approches aussi où le pain va se représenter selon différentes options. Eh bien, ces graines encore viennent se greffer. C'est un moyen d'identification et de personnalisation de son pain, une signature en effet. Et là, à mon avis, le boulanger-pâtissier doit en prendre compte. Hein. Voilà. Encore de très très beaux exemples pour la boulangerie de demain. Voilà, l'avenir est tout tracé. Hein. Originalité. Oh là là, et le burger. Donc le burger. Alors là, la fabrication du pain burger, parce qu'effectivement, on connaît le pain burger bien gonflé, bien dodu, avec évidemment une farine avec évidemment du gluten. Là, comment vous avez procédé pour réaliser cette galette? Donc on a utilisé 50% de farine de riz, 50% de maïs. D'accord. Pour 1 kg de farine, 15 g de levure, évidemment 20 grammes, donc on est à 18 g de sel, pardon, et un petit peu d'huile, voilà, pour pouvoir coller la farine, parce que la difficulté avec le sans gluten, c'est que évidemment on n'a pas de coagulation, on a du mal à tenir nos farines. Il y a plusieurs techniques qui existent. De plus en plus, on utilise la farine de riz, on va utiliser la farine de sarrasin, on va utiliser la farine de châtaigne et d'autres, de la farine de tapioca. On a tout un choix, on a toute une palette de farines qui sont sans gluten, qui en boulangerie on dit impanifiables. Je pense que c'est une erreur, parce que je pense qu'on peut réussir à faire du pain avec farine qui n'a pas forcément de gluten. On peut réussir à faire un bon produit avec quelque chose qui n'a pas forcément de gluten. Là, l'idée d'avoir utilisé la farine de maïs, c'est évidemment d'avoir cette couleur dorée qui ressemble quand même à un petit buns avec le petit sésame. Donc c'est vraiment l'idée de pouvoir donner un produit burger avec l'image du burger, avec le goût, avec un steak, à quelqu'un qui ne peut pas manger du sans gluten, parce que moi, je trouve ça dommage que les personnes qui sont sans gluten, ils se disent on est obligé de manger différemment. On n'est pas obligé de manger différemment, on peut manger de la même manière. Juste qu'il faut changer le produit pain. Voilà. Très bien, merci. Et puis encore une fois, ça permet de découvrir le sans gluten d'autres farines. Hein. Vraiment, voilà, d'autres originalités. On voit qu'en fin de compte... En fait, le côté positif, parce qu'il faut toujours voir les choses positivement, vous voyez, hein, c'est ça le principe. Hein. Donc en fait, la moitié pleine du verre, c'est celle de se dire, effectivement, c'est une contrainte pour le boulanger-pâtissier qui se lancerait là-dessus. Et puis bon, ne parlons pas des contraintes logistiques en termes de contamination, parce qu'il faut rester dans une offre sans gluten qui soit accessible aux gens qui sont non cœliaques et non atteints de maladies graves. Mais en tout cas, c'est un booster d'originalité, et on doit chercher en permanence de nouvelles idées. Donc l'idée de se dire, effectivement, il y a ce sans gluten, mais après c'est valable avec d'autres approches, mais celle-ci va vous pousser non seulement à chercher d'autres farines, à proposer des pains différemment, à rajouter des graines de sésame dessus. C'est pas quelque chose qu'on a automatiquement en ligne de mire. Et après, il faut se rajouter une dernière chose, c'est qu'on a une poussée américaine, comme je vous disais, sur le marché français, qui est antique avec le burger. Et maintenant, on a ce qu'on appelle le gourmet burger, donc le burger un peu haut de gamme, qui n'est pas forcément proposé par les grandes enseignes de fast-food. Et donc, ce gourmet burger, il faut qu'il soit hyper qualitatif ou hyper original. Et là, on est complètement dans cette définition-là. Voilà. Alors moi, je pense qu'on peut applaudir très fort nos 4 boulangers qui sont là depuis 4 heures ce matin pour nous régaler, nous montrer ce que est pour eux leur vision de la boulangerie de demain. Et vous êtes super forts tous les 4. Hein. Vous nous impressionnez. Ne vous coupez pas. Par contre, j'en profite pour remercier notre partenaire Foriché Les Moulins. Alors peut-être la gagnante, tu peux revenir avec nous si tu veux pour faire la petite photo, le temps que nos partenaires... On va faire une petite photo, parce que c'est notre gagnante, voilà. Et c'était son souhait de faire une photo avec vous. Donc on va accomplir son souhait, voilà. La petite famille qui vient faire la photo.
Non, je vais prendre la photo. Je prends la photo. Allez-y. On se rapproche quand même de la photo, sinon ça va se faire. Oui, c'est bien. Mais j'ai vu que vous ne lâchiez pas. Non, je lâche pas. Vous baladez toute la journée avec. Our teenage dreams so hard to beat. Every time she walks down the street, another girl in a neighborhood. Wish she was mine, she looks so good. I wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. I'm gonna call her on the telephone. Have her over 'cause I'm all alone. I need excitement, oh I need it bad. And it's the best I've ever had. I wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. I wanna hold you tight. Get teenage kicks right through the night. Alors n'hésitez pas à rester avec nous hein, une fois que nos participants, notre parrain, ils auront fini de déguster et de donner leur avis aux 4 boulangers. On va faire passer comme tout à l'heure pour le breakfast. Et bien là pour le lunch, vous allez avoir le privilège de pouvoir goûter. Ensuite on fera une petite pause et on se retrouvera ensemble ici au cœur du Syrah pour l'après-midi avec de nouveaux débats à partir de 13h30.
Run deep, run.